Vous regardez TV5 Monde, bienvenue, place au débat de 64 minutes. Le Hamas de retour dans la bande de Gaza, hommes armés dans les rues, exécution sommaire. Le mouvement islamiste palestinien refuse tout désarmement. Le Hamas, la mue ou la mort, c'est notre débat. Et nous sommes en direct de Jérusalem avec Charles Anderlin. Merci infiniment Charles d'avoir accepté notre invitation. Ancien grand reporter de France Télévisions, vous êtes l'auteur de nombreux documentaires et ouvrages sur le Proche-Orient. Dernier en date, Le Grand Aveuglement, paru chez Albin Michel. Vous expliquez pourquoi et comment le massacre du 7 octobre a pu avoir lieu. Nous retrouverons aussi Rami Abou-Jamous, journaliste palestinien qui nous fait vivre ce qui se passe, le quotidien des Gazaouis depuis le début de cette guerre et ce cessez-le-feu maintenant. Avec nous aussi Laetitia Bucaille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de sociologie politique à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO à Paris, et notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Voilà, alors le Hamas affaibli après 2 ans de guerre et pourtant le voici de retour dans les rues de Gaza. On a vu ces hommes circuler dans les rues donc, de Gazaville. Il y a eu aussi cette vidéo glaçante d'exécution sommaire qui a fait beaucoup réagir. Alors je ne sais pas si on est avec Rami Abou-Jamous. S'il est avec nous, voilà, on sera avec lui dans quelques minutes. Charles Anderlin, déjà une réaction à cette vidéo que vous avez vue effectivement. Le Hamas assure que ces exécutions, c'est pour éviter une guerre civile, éviter le chaos. Un argument qui tient ? Écoutez, non, le Hamas tient évidemment à contrôler ou à retrouver le plus grand contrôle possible sur la moitié du territoire qu'il occupe actuellement. Vous savez que l'armée israélienne occupe pour sa part 53% de l'enclave. Et puis le Hamas tient à à mettre ses marques en place le plus rapidement possible, empêcher d'autres concurrents, d'autres oppositions de repointer le nez. Je vous rappelle qu'en 2007, le Hamas a conquis Gaza par la force, tué des centaines de militants, de combattants du Fatah, d'employés de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Eh bien, écoutez, oui, le Hamas tient à contrôler le plus possible Gaza et exécutera ce qu'il faudra pour maintenir ce contrôle. Laetitia Bucaille, est-ce que vous partagez le point de vue de Charles Anderlin ? Est-ce que le Hamas, là, montre sa force alors que ça fait 2 ans qu'il est en guerre ? Oui, c'est évident que le Hamas tient à récupérer son pouvoir, affirmer sa présence et montrer qu'il est le seul maître à bord à Gaza. C'est son objectif. Son objectif, c'est de rester à la tête du leadership palestinien et de s'imposer à Gaza. Donc, à la faveur de la guerre, il y a effectivement à la fois des clans familiaux et puis des groupes mafieux qui se sont imposés parce que la situation était un peu anarchique et puis qu'il y avait surtout des problèmes d'acheminement des vivres. Il y a même une famine à Gaza. Donc c'était l'occasion pour certains groupes d'essayer de mettre leurs mains sur l'acheminement des vivres et de les distribuer. Certains groupes ont été aussi aidés par Israël, et l'objectif d'Israël, c'était bien d'enlever un levier de pouvoir au Hamas qui, auparavant, contrôlait l'acheminement des vivres. Oui. Donc c'est une bataille pour le pouvoir. Le Hamas n'est pas complètement défait, il a été bien sûr affaibli pendant cette guerre, mais il n'a pas été laminé, il a encore des forces et il entend le montrer, à la fois au groupe, à la population et à la communauté internationale. Alors Slimane, vous avez été un des premiers à décoder ce qui était dit dans cette vidéo d'exécution qu'on a vue tout à l'heure. Il parlait de collaboration, vous venez de parler de ces clans. Ces clans, est-ce qu'ils ont... combien sont-ils ? Il y a notamment le clan d'Ormouch, qui est important. Est-ce qu'ils font le poids par rapport au Hamas ? Ils ne font pas le poids parce qu'ils n'ont pas une organisation qui couvre toute la bande de Gaza. Ce sont des réseaux, ce sont des clans, mais qui ont un pouvoir de nuisance énorme, d'autant plus qu'on est en plein chaos, tout est détruit. Il n'y a même pas de prison, c'est-à-dire le Hamas, s'il voulait les mettre en prison, il n'y a pas de prison. Donc ce qui se passe, c'est que le Hamas est une organisation politico-militaire. La branche militaire a été sérieusement démantibulée, mais la branche, tout ce qui est de l'administration, par exemple, je regarde sur Al Jazeera, tous les maires, les élites municipales sont en train de reprendre du service. Et de ce côté-là, comme c'est la seule force organisée, eh bien, ils se donnent les moyens
de retrouver un semblant de pouvoir, celui qu'il avait auparavant. D'autant plus que face à la menace de chaos général, même Donald Trump lui-même a dit que le Hamas pouvait, pendant un certain temps, s'occuper de l'ordre public. On va entendre le président américain tout à l'heure. Charles Anderlin, vous avez expliqué tout au long de vos documentaires, de vos ouvrages, comment Israël appliquait une technique connue, diviser pour mieux régner. Là aussi, est-ce qu'Israël s'est appuyé sur certains clans? Il a armé certains clans pendant cette guerre. Est-ce que vous pensez qu'il va continuer ou pas? Écoutez, on ne le sait pas encore. Tout dépendra évidemment de l'équilibre des forces dans Gaza et surtout ce qui sera décidé. Parce que théoriquement, une autre gouvernance doit être mise en place à Gaza. Plusieurs milliers de policiers, d'hommes armés palestiniens ont été formés en Égypte, notamment avec le contrôle de l'armée jordanienne et sont prêts à se déployer dans Gaza. On ne sait pas qui va prendre le contrôle officiellement, qui sera le responsable de l'administration de Gaza. Les Israéliens voudraient que cela se fasse le plus rapidement possible, parce que dans l'actuel des choses, c'est tout simplement donner encore plus de temps au Hamas pour se mettre en place. Alors nous sommes en direct avec Rami Aboujamous, vous êtes journaliste palestinien, vous êtes à Gaza. Est-ce que cette présence du Hamas, vous la vivez au quotidien? Est-ce qu'elle inquiète la population ou pas? Expliquez-nous. De quelle présence vous parlez? Est-ce que vous parlez de la présence militaire ou la présence du Hamas en général? Parce que le Hamas en tant que gouvernement, oui, on le voit bien, et surtout là, ils sont bien organisés, ils ont commencé à déployer la police, ils ont commencé à fonctionner le ministère, surtout le ministère des Affaires sociales, pour la distribution d'aide humanitaire, pour aider à faire ce qu'on appelle la database ou bien une base de données, et pour tout ce qui est, et ça petit à petit aussi au niveau de la santé. Donc oui, le Hamas existe toujours, le Hamas est toujours là, et on les voit, et on le sent très bien, même pendant la guerre, on a toujours senti leur présence, et là, c'est de plus en plus. Est-ce qu'il y a un climat de peur? Parce qu'encore une fois, je reviens à cette vidéo qui a quand même choqué d'exécutions sommaires. Est-ce que ça, les Gazaouis en parlent entre eux? Est-ce que, oui, ça crée une atmosphère assez angoissante ou pas? Oui, malheureusement, c'est ça les conséquences de la guerre, parce que l'armée israélienne, depuis le début de la guerre, ils veulent faire des clans pour faire à la fin leur retrait à une guerre civile. Et c'est pour ça qu'on a vu ces images-là où des représentants du Hamas qui sont en train d'exécuter des gens. On ne sait pas est-ce qu'ils font partie des clans ou pas, malheureusement. Mais en contrepartie aussi, on a vu des clans qui tiraient sur le Hamas. Et c'est ça que la population, ils ont peur. La population n'a pas du tout envie d'entrer dans une guerre civile, que l'armée israélienne, il veut très bien que ça soit le remplaçant de l'occupation et qu'il y aura toujours ce chaos sécuritaire en savant très bien que le Hamas est toujours là. L'armée d'occupation savent que le Hamas est toujours là, savent que le Hamas, même la branche armée, est toujours là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce genre de clan pour rivaliser le Hamas et pour finir dans une guerre civile. Et c'est ça que la population palestinienne ne veut pas du tout. Voilà, on a vu ces angles d'action contre la population, comment ils ont exécuté des gens. Mais en même temps, on a vu aussi comment les clans, ils ont tué des mecs de Hamas, des combattants de Hamas. Et ça, c'est inacceptable pour la population, surtout pas après la guerre qu'il y aura, que le Palestinien s'entretue entre eux, surtout après ce génocide, ce nettoyage ethnique qu'on a vécu. C'est pas du tout acceptable. Donc pour vous, ce risque, enfin, il est vraiment pris au sérieux par les Gazaouis. Alors, effectivement, on l'évoquait, Slimane, vous le disiez à l'instant, Donald Trump, bon, il est revenu aussi sur ce qui se passait en ce moment à Gaza. On va l'écouter. Combien de temps faudra-t-il au Hamas pour se désarmer et pouvez-vous garantir que cela se produira? Eh bien, ils vont se désarmer parce qu'ils ont dit qu'ils allaient se désarmer. Et s'ils ne se désarment pas, nous les désarmerons. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais s'ils ne se désarment pas, nous les désarmerons. Ils savent que je ne joue pas à des jeux. Voilà, alors qui va désarmer le Hamas? C'est quand même une question centrale, parce qu'on rappelle que c'est quand même un des points de l'accord de paix. Est-ce que vous êtes optimiste, en sachant que Mohamed Nazal, cadre du Hamas, hier vendredi, a dit « Je ne peux pas répondre par oui ou par non ». On va voir cette citation. « Franchement, cela dépend de la nature du projet. Le projet de désarmement dont vous parlez, que signifie-t-il? À qui les armes seraient-elles remises ?» Donc, à quel jeu joue le Hamas? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de désarmer un mouvement similaire à celui du Hamas. Soit
ce mouvement est complètement détruit, annihilé, et alors on est là dans le cadre d'une reddition où ce mouvement est contraint de redonner ses armes, de donner ses armes, de livrer ses armes. Mais ce n'est pas le cas avec le Hamas. Le Hamas n'est pas annihilé, il a encore une force de nuisance qui est tout à fait visible. La deuxième manière d'obtenir le désarmement d'un mouvement, c'est de nouer un accord politique avec lui. Alors, c'est une possibilité. Ils étaient présents pour l'instant, ce sont les interlocuteurs. En tout cas, les Américains, enfin, en tout cas, Donald Trump n'a pas l'air d'exclure totalement cette possibilité, puisque l'administration américaine a déjà négocié directement avec le Hamas quand il s'est agi de faire libérer un otage américain. Et puis, on voit bien que Donald Trump n'hésite pas à faire passer des messages au Hamas. On ne sait pas si c'est lui qui a parlé directement à des représentants du Hamas, probablement pas. Mais voilà, donc s'il y avait un accord politique qui, en fait, tenait compte du fait que... Parce que ça va être compliqué à mettre en place cette administration internationale qui vient gouverner. Pour le moment, le Hamas est encore présent et il faudra bien, faute d'écraser ces forces islamistes, il faudra bien peut-être parler avec eux et trouver un compromis. Donc c'est pas... Bien sûr, hein, c'est pas du tout ce que souhaite Israël, c'est pas du tout ce que souhaitent les Israéliens, mais c'est pas un scénario à exclure totalement. Le fait que le Hamas devienne à ce moment-là une sorte de mouvement politique qui renoncerait aux armes, à l'usage des armes, mais il ne le ferait pas sans obtenir quelque chose en échange. Alors Charles Anderlin, qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette alternative, ce scénario? Est-ce qu'il est possible? On a vu en Syrie que c'était en train de se faire avec le nouvel homme fort, hein, Al-Shareh, qui lui donc a choisi une voie politique, même s'il a été un peu, comment dire, beaucoup de méfiance. Hein. Vous y croyez à ça, le Hamas qui pourrait faire sa mue politique? Écoutez, tout dépendra effectivement de ce que feront les principaux soutiens, les véritables parrains du Hamas, à savoir le Qatar, qui a financé, il continue de financer le Hamas, et qui d'ailleurs accueille dans un véritable sanctuaire, surtout depuis l'attaque avortée israélienne au Qatar. Les chefs du Hamas sont au Qatar. Deuxièmement, la Turquie est un des principaux soutiens du Hamas. La plupart des banques turques aujourd'hui soutiennent le Hamas. Donc la Turquie, le Hamas, également avec les Égyptiens, sont aujourd'hui responsables de ce qu'il va falloir négocier dans ce qui doit arriver. D'ailleurs, déjà, un groupe turc, qatari et égyptien doit pénétrer dans Gaza pour participer à la recherche des dépouilles des otages, des prisonniers israéliens dans Gaza, comme les Israéliens l'exigent. Donc la grande question, c'est où va-t-on à partir de maintenant? Pour ma part, tout est encore très nébuleux. Sur le fond, le Hamas, mouvement fondamentaliste islamique, est apparemment prêt, et il l'a dit, à une trêve de longue durée, selon la définition religieuse de ce que l'on appelle une houdna. Est-ce qu'on va vers ça? Écoutez, c'est possible. Maintenant, désarmer le Hamas, on ne sait pas exactement ce que cela veut dire. Est-ce qu'il s'agit essentiellement de détruire toutes les usines, tous les ateliers de fabrication d'armes, les tunnels d'attaque, etc. Mais ramasser les Kalachnikov, les armes individuelles à Gaza, c'est absolument impossible. L'État d'Israël n'a pas réussi encore à le faire, même pour sa propre minorité palestinienne, qui régulièrement en Galilée ou dans le Negev utilise des armes individuelles. Donc, qu'est-ce que le désarmement veut dire? On ne le sait pas encore. Oui, c'est très nébuleux. C'est vrai que le terme est assez juste, hein, n'est-ce pas, Slimane? Nébuleux, Oui, mais je pense que, logiquement, si on compare aux expériences similaires qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, un des moyens les plus efficients pour désarmer un mouvement comme le Hamas, c'est que, dans le cas palestinien, c'est que l'autorité palestinienne revienne à Gaza. Mais est-ce qu'il en a la capacité, Slimane? Justement, c'est que les parrains du Hamas, les parrains occidentaux qui soutiennent un retour à la normale et donc à une relance du processus de paix israélo-palestinien, donc pour que l'interlocuteur palestinien redevienne apte à négocier avec Israël, il faudrait que les deux morceaux de la Palestine soient réunifiés. Donc un retour de l'autorité palestinienne, et pour le Hamas, remettre les armes à une autorité palestinienne
est beaucoup plus facile psychologiquement et beaucoup plus acceptable pour sa base. Ils ont quand même sinon comme le disait Laetitia, sinon il faudra aller par les armes et donc continuer le carnage. Parce que comment savoir dans la rue qui est Hamas et qui ne l'est pas? Rami Abou-Jamous, vous êtes toujours avec nous en direct de Gaza. Vous, comment est-ce que vous pensez que l'autorité palestinienne peut jouer un rôle plus important? On a vu que on a essayé de mettre Mahmoud Abbas plus en avant lors du sommet de paix à Sharm el-Sheikh, ou est-ce que c'est pour vous impossible parce qu'il y a quand même un antagonisme entre le Hamas et l'autorité palestinienne qui est historique? Oui, malheureusement, tout ça, c'est faisable. Mais est-ce qu'Israël a vraiment envie que l'autorité palestinienne reprenne le pouvoir à Gaza? Et ils l'ont dit clairement, on ne veut pas ni du Fatah, ni du Hamas, ni d'autorité palestinienne. Ils veulent que Gaza soit une entité indépendante, dirigée par une commission internationale. Mais bien sûr que l'autorité palestinienne peut revenir à Gaza. L'autorité palestinienne finance Gaza, même pendant le coup d'État et la séparation entre Gaza et la Cisjordanie, ils ont continué. Pendant la guerre, ils l'ont fait. Le système de santé, c'est financé par l'autorité palestinienne. Les allocations familiales, c'est par l'autorité palestinienne. Ils sont toujours présents, l'autorité palestinienne. Mais les Israéliens, ils ne veulent pas. Parce que c'est très simple, après cette guerre-là, l'autorité palestinienne reprenne le pouvoir à Gaza. Le Hamas, ils ont dit qu'ils sont prêts à donner les armes. Parce que le mot désarmement du Hamas, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Alors là, Rami, vous êtes tous d'accord sur qu'est-ce qu'on veut dire par le désarmement? On a bien compris que c'était très compliqué. Je voudrais juste avoir votre réaction, Laetitia Bucaille. Rami Abou-Jamous nous dit, oui, pourquoi pas l'autorité palestinienne, mais Israël doit donner son accord. Vous pensez qu'elle a encore du pouvoir? Parce que même en Cisjordanie, semble-t-il, le Hamas a plutôt conquis la population. Oui, non, l'autorité palestinienne, le vrai problème de l'autorité palestinienne, c'est son manque d'autorité. Elle est au fond mal nommée. Elle est extrêmement soumise au contrôle d'Israël. Et en Cisjordanie, elle est complètement délégitimée parce que justement, elle est incapable de protéger sa population contre toutes les attaques israéliennes, celles de l'armée ou celles des colons. Et le problème quand même, c'est qu'il y a un sérieux contentieux entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Charles Anderlin rappelait tout à l'heure les conditions de la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a une sorte de mini-guerre civile entre les miliciens du Hamas et un service de sécurité de l'autorité palestinienne. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le Hamas avait gagné les élections législatives et qu'il a été empêché d'exercer le pouvoir et que l'autorité palestinienne, encouragée par les États-Unis, a voulu justement se débarrasser du Hamas. Et qu'auparavant, pendant toute la période du processus d'Oslo, parce que le Hamas commettait des attentats suicides, il a mis les membres du Hamas en prison. Donc il y a un contentieux assez important. Je serais sceptique pour un arrangement. Vous êtes tous les quatre sceptiques et sur le désarmement et sur un éventuel arrangement entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Merci infiniment à vous quatre d'avoir participé au débat de 64 minutes.